un podcast Binge Audio. Ça fait plusieurs fois dans ce podcast qu'on vous partage une forme de frustration. Une forme, disons-le, de quasi-désespoir aussi. Celui qui nous saisit lorsqu'on voit nos contemporains se résigner à une possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national dans un futur proche. De plus en plus proche avec cette dissolution surprise décidée par Emmanuel Macron et ses législatives anticipées où le RN semble en passe de s'imposer. Alors pour lutter à notre modeste échelle contre cet embourbement collectif qui consisterait à laisser la catastrophe arriver, on va rappeler encore et toujours inlassablement d'où vient le Rassemblement national. Et redire encore et toujours inlassablement que c'est pas parce qu'il a changé de nom que le parti a pour autant coupé les ponts avec son histoire, son passé et sa violence. Une violence qui, un soir de février 1995, s'est matérialisée dans une rue de Marseille et qui a fait entrer dans la mémoire collective un nom, celui d'Ibrahim Ali. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. En ce début des années 90, le Front National est loin de faire les scores électoraux qu'on lui connaît aujourd'hui. S'il a connu des années fastes dans la décennie précédente, en faisant notamment une entrée tonitruante à l'Assemblée nationale grâce à un calcul cynique de François Mitterrand, décidé à affaiblir la droite en introduisant la proportionnelle, le retour au mode de scrutin antérieur lui a coûté tous ses sièges. Et surtout, son principal visage, Jean-Marie Le Pen, multiplie les provocations. À la fin des années 80, par exemple, il lance lui-même une polémique dont il ne se défera jamais complètement. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce point de détail, le FN va le traîner comme un boulet tout au long du second septennat de Mitterrand, ce qui n'empêchera pas Le Pen de continuer à mener son parti. Il réussit à réunir plus de 14% des voix au présidentiel de 88, et si les législatives de 93 ne lui ont pas été favorables, il compte bien profiter des élections de 95 qui s'annoncent comme celle du retour de la droite au pouvoir pour faire parler de lui. D'autant plus que, depuis quelques années, le FN s'est professionnalisé. Et si Le Pen incarne encore la politique d'extrême droite à l'ancienne, bruyante, violente, provocatrice, autour de lui s'est constituée une équipe bien plus discrète, d'aucuns diraient plus compétente. La différence entre Chirac et Mitterrand, c'est de savoir si on va mettre 50 ans ou 100 ans à expulser les clandestins. Leur meneur, c'est un certain Bruno Maigret, ancien élève de Polytechnique, haut fonctionnaire passé par le commissariat au plan, par le ministère de la Coopération et par la préfecture régionale d'Île-de-France. Il s'impose au sein du FN, dont il devient le numéro 2 et dont il dessine la nouvelle stratégie offensive destinée à faire sortir le parti de son statut d'opposant marginal et d'en faire une force politique de premier plan. Et pour ça, il va falloir briller en 1995. Car outre la présidentielle, qu'ils savent ne pas être encore à leur portée, les nouvelles têtes pensantes du FN ont un autre objectif. Le calendrier électoral est ainsi fait qu'en plus de l'élection suprême ont lieu dans la foulée les municipales, des scrutins d'apparence plus modeste mais d'une importance capitale politiquement parlant. Les cadres du Front National savent bien que la légitimité des partis commence par cet échelon décisif, celui par lequel on fait la preuve de sa gestion des affaires publiques, celui aussi qui permet de développer des réseaux d'influence, économiques notamment, permettant d'accéder au palier supérieur. 1995 donc, c'est une année charnière où le FN doit se montrer, être présent dans les médias et sur le terrain. Donc vous mettez d'abord votre eau, ensuite saupoudrez de colle. Une bonne partie de l'équation repose sur l'affichage. Le collage d'affiches dans ces années 90 où les canaux médiatiques sont encore assez limités, c'est un des socles de l'engagement. Vous mélangez en même temps, que ça soit homogène. Vous laissez reposer 2 minutes, le temps que la colle prenne. C'est une des activités principales avec le tractage des militants de base. L'histoire politique de notre pays regorge d'anecdotes liées à l'affichage, qu'il soit autorisé ou sauvage, avec des slogans qui sont devenus cultes, placardés un peu partout sur le territoire, mais aussi des bagarres parfois très violentes entre colleurs de gauche et de droite,
d'extrême gauche et d'extrême droite. Et vous repassez une couche de colle dessus. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Pour ce qui est du slogan, à l'époque, le FN mise tout, déjà, sur la peur de l'immigration. C'est devenu son créneau phare, bien identifié par Maigret et ses adjoints comme un moteur d'adhésion, avec tous ces Français que la mondialisation galopante de l'après-chute de l'URSS inquiète. Si on ajoute à ça le chômage de masse, dont le pays peine à se défaire, la recette est imparable. Le FN surfe sur ce que l'historienne Valérie Gounet appelle son éternelle équation. Immigration égale chômage égale insécurité. Au sein du parti, Maigret a mis en place une cellule dédiée chargée de trouver les slogans les plus accrocheurs. C'est l'APFN, l'agence de publicité du Front National. Une officine qui collecte et redirige les idées des fédérations locales et régionales, jamais à court de variations sur le thème du danger venu d'un ailleurs où il faudrait le réexpédier aussi sec. C'est un des axes du programme de Le Pen pour 1995. Il y promet l'expulsion de 3 millions d'immigrés. Un petit rappel sans doute de son célèbre slogan des années 80, 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés de trop. Les publicitaires du FN vont donc décliner l'idée à l'envi. Et en ce mois de février 1995, l'une des affiches qui atterrissent entre les mains des colleurs va droit au but. Avec Le Pen, 3 millions d'immigrés rapatriés. Les colleurs d'affiches, justement, parlons-en. Ceux du FN traînent une réputation sulfureuse. On les dit violents, régulièrement armés, et on ne compte plus les récits de bastons entre eux et les camps opposés lors des périodes préélectorales. Certaines ont donné lieu à des drames. C'est le cas en 1986 dans les Yvelines. Alors qu'on s'approche des législatives, les militants sont sur le pied de guerre. Un groupe de colleurs du Parti socialiste se rend compte que leurs affiches ont déjà été recouvertes par celles du FN. Ils entreprennent de les arracher. Et ils sont subitement encerclés par une troupe très véhémente qui les prend à partie. Cette bande, c'est celle des colleurs frontistes locaux. La situation dégénère. Des coups sont échangés et un militant du PS s'effondre. Il s'appelait Philippe Brocard, il avait 36 ans. L'un des types du FN, un militaire âgé de 23 ans, lui a donné des coups de couteau qui s'avèrent mortels. Il sera condamné à 5 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors je peux vous dire une chose, puisque, encore une fois, le système de désinformation d'État a fonctionné, quand l'enquête aura démontré qu'il ne s'agissait pas des gens du Front National, je porterai plainte contre l'ensemble des journaux qui ont répandu une fois de plus un mensonge et une diffamation, et ceci en pleine campagne électorale. Nous nous attendions à des faits de provocation de ce genre, mais comme le personnage dont vous parlez a parlé de gens en crâne rasé, il n'y a pas de militants du Front National, ni en tenue militaire, ni en crâne rasé. Les dénégations de Jean-Marie Le Pen n'y font rien. L'image des colleurs d'affiches au crâne rasé et à la main leste devient un classique des moments d'élection. Et nous revoici donc en 1995, au moment où s'annoncent à la fois la présidentielle et les municipales. À Marseille, pour le FN, les enjeux sont multiples. La ville est à la fois une cible et une source de frustration pour le parti. En 1988, Le Pen a bien cru pouvoir s'y faire élire comme député, mais il s'incline au second tour. En 1989, aux municipales précédentes, alors que le PS local se déchire et que le dissident Robert Vigouroux remporte la victoire, le FN se glisse au conseil de la ville où il décroche 7 postes de conseiller et rafle 14% des voix. Plutôt prometteur. Ce que les Marseillais ont ressenti, c'est probablement qu'ils avaient été lâchés par ceux qui les représentaient à Paris. Depuis de nombreuses années, il y a des parlementaires, il y a un maire qui en principe est dans les allées du pouvoir et Marseille n'a rien vu venir. En 1993, aux législatives, le FN fait l'actualité dans les Bouches-du-Rhône. Sur 16 circonscriptions, 11 voient un candidat frontiste se maintenir au second tour. Aucun n'est élu, mais il n'empêche, le parti domine largement une bonne partie de ses adversaires, à commencer par la gauche, sévèrement écartée du pouvoir. Il y a malgré tout une exception notable, en la personne de Bernard Tapie, élu grâce au maintien au second tour d'un candidat frontiste venu grignoter le score du candidat de droite. Un maintien qui, selon Le Pen, aurait fait l'objet d'un accord électoral, ce que Tapie a toujours nié. Il n'empêche, si le FN en ressort sans aucun député au final, il s'est tout de même un peu plus imposé comme un acteur politique pouvant prétendre à des postes clés dans la région marseillaise.
Tout ça va sans doute donner un certain allant à ces militants et rendre la campagne d'affichage de 95 encore plus tendue que les précédentes. Dans le 15e arrondissement de Marseille, les riverains remarquent depuis le début de l'année un équipage particulièrement agité. Trois types qui circulent à bord d'une R18 grise et qu'il vaut mieux éviter. Un patron de café a signalé un accrochage au mois de janvier. Le trio a dégainé des armes après avoir échangé des insultes avec des clients qui sortaient, et ça n'est pas allé plus loin. Ce soir du 21 février 95, le trio reprend du service. Dans la voiture, on trouve Pierre Giglio, 36 ans, le benjamin de la bande. Il est ébéniste, militant au FN. À ses côtés, Mario D'Ambrosio, la quarantaine, il est fils d'immigrés italiens, il est maçon, marseillais, et collectionne les armes. Ce soir-là, dans sa veste, il trimballe un pistolet automatique, un 7,65. Et enfin, le chef du trio, c'est Robert Lagier. Il a 63 ans, c'est un pied noir, né en Algérie, ancien chef de chantier dans le bâtiment, il est au chômage et ça l'énerve. Il se sent déclassé. Alors il a rejoint le FN, il y a quelques années. Il y retrouve quelques vieux copains de l'OAS, l'organisation terroriste pour l'Algérie française, où il a cotisé, il fut un temps dans les années 60. Lagier, comme D'Ambrosio, adore les armes à feu. Chez lui, il y en a dans toutes les pièces, de la cave jusqu'à la chambre de son fils. Des carabines, des Magnum 357, des pistolets, Beretta, 22 longs rifles, CZ75. Un véritable arsenal. Lagier fréquente assidûment les clubs de tir. Et ce soir-là, il a pris avec lui justement une arme de tir sportif, un pistolet 22 longs rifles. Tous les mardis, le groupe a l'habitude d'écumer le quartier pour aller coller ses affiches. Ils font partie des plus assidus de la section locale. D'ailleurs, on leur a promis des places sur la liste municipale. Alors ils redoublent d'efforts pour se montrer et prouver leur engagement. Mais ils savent bien que dans les quartiers nord, c'est pas forcément gagné d'avance et que le FN n'a pas bonne presse. D'où les calibres qu'ils trimballent bien en évidence pour décourager les opposants qu'ils pourraient croiser sur l'avenue des Égalades où ils se sont arrêtés pour coller leurs affiches. Un peu plus bas vers le port, on trouve la cité Consola et surtout le centre culturel Mirabeau, un endroit où converge la jeune scène du hip-hop marseillais. IAM, le groupe phare de la ville, y a fait une partie de son apprentissage et les petits frères suivent de près. On vient d'un peu partout dans la ville jusqu'à Mirabeau, puisqu'on y trouve de quoi répéter, des salles mieux équipées, des relais et du soutien. C'est ce qui fait que ce 21 février, le collectif Bivice fait le chemin depuis la Savine à l'autre bout de l'arrondissement. Bivice, ce sont une dizaine de garçons, des ados, des jeunes adultes, d'origine comorienne pour pas mal d'entre eux. Le nom du groupe circule de plus en plus dans le petit milieu local. Dans quelques semaines, ils doivent être sur scène, à Vitrolles, pour un gala pour la lutte contre le sida. À Mirabeau, ils sont venus répéter leur concert, mais il se fait tard, et il faut remonter vers la Savine, et les bus ne sont pas nombreux. Pour ne pas rater le dernier de la journée, la petite troupe presse le pas avec son matériel. Direction la gare de Saint-Louis-les-Égalades, où passe le bus 30, celui qui remonte directement à la Savine. Arrivé dans l'avenue des Égalades, il faut courir, sinon c'est marche à pied obligatoire. 5 km avec les platines sous le bras, non merci. Par petites grappes, les Bivice galopent le long de l'avenue, jusqu'à croiser la route de la R18 grise. La suite est un peu confuse, forcément. Des coups de feu se mettent à claquer. Le groupe comprend tout de suite que les tireurs, ce sont les types qu'ils viennent de voir en train de coller des affiches sur l'avenue. L'un des garçons des Bivice se jette au sol et décide de faire le mort. Mais les coups de feu reprennent. À quelques mètres de là, Ibrahim Ali s'écroule. Il avait 17 ans. Il préparait un CAP de menuiserie au lycée pro de l'Estac. Robert Lagier vient de lui tirer une balle dans le dos. Il meurt dans les bras de son copain Saïd, le chanteur des Bivice. Les colleurs meurtriers prennent la fuite immédiatement, laissant les jeunes rappeurs démunis, secourus par les clients d'un bar tout proche qui préviennent les marins-pompiers. Les premières heures de l'enquête sont assez désordonnées. Les Bivice affirment publiquement que les types qui ont ouvert le feu étaient bien des militants du FN, ce que confirme la présence sur place du matériel laissé en plan par les agresseurs. Mais le parti commence par nier toute implication. La section locale l'affirme, il n'y avait pas de colleur d'affiche officielle dans la zone ce soir-là. Dès le mercredi 22 février, les choses s'accélèrent. Spontanément, 2 des 3 colleurs se présentent au commissariat et se constituent prisonniers. Le 3e est interpellé dans la journée. Mais la version du FN ne bouge pas. Lagier, D'Ambrosio, Giglio, inconnus au bataillon. Jamais entendu parler, jamais vu aux réunions.
Une position difficilement tenable qui se fissure au fur et à mesure que le profil des tueurs commence à filtrer dans les médias. Réaction du FN, on dépêche sur place Bruno Maigret qui déploie une toute nouvelle ligne de défense. Pour se dégager, les colleurs d'affiches se sentant menacés de mort ont tiré en l'air en direction de leurs agresseurs et pour leur échapper ont quitté rapidement les lieux à l'intérieur de leurs véhicules, gravement endommagés par ces derniers. Nos colleurs d'affiches ont instruction permanente de ne pas être armés. En l'occurrence, s'il ne l'aurait pas été, le mort aurait été du côté du Front National. Ce sera pendant longtemps la version que matraqueront les accusés. Ils ont été attaqués, agressés, bombardés de canettes et de cailloux par une horde de voyous décidés à en découdre. Lagier ira même jusqu'à comparer la confrontation à l'intifada. Sauf que tout ça ne tient pas une seconde face à la réalité des faits. Sur place, les enquêteurs ne trouvent rien d'autre que la dizaine de douilles des cartouches tirées en direction des Bevice. Pas de cailloux, pas de traces d'affrontement. La voiture, soi-disant quasi détruite, n'a rien. Et la version des jeunes victimes n'a pas bougé d'un poil. Ils couraient pour attraper leur bus. Ils ont été pris pour cible gratuitement. L'injustice de se voir accusé d'être quasiment responsable de la mort d'Ibrahim aurait pu faire basculer, sous l'effet de la colère, la situation vers l'émeute. Les témoignages de l'époque, recueillis notamment par Libération et Le Monde, rapportent des conciliabules entre différents représentants des quartiers nord venus à la Savine pour demander si les proches d'Ibrahim souhaitaient qu'on en vienne à l'action. Dans Le Monde en 2015, le futur député Saïd Hamada, qui a grandi dans la cité Félix Piat à Marseille, raconte. Quand on a appris que des colleurs du FN avaient tiré sur un des Bevice, notre cité, comme toutes les autres, s'est enflammée. Les jeunes sont descendus avec des barres de fer, des cocktails Molotov, prêts à retourner Marseille. Mais on voulait que les gars de la Savine nous disent quoi faire. C'était leurs frères, c'était leur décision. Hors de question de se laisser embarquer là-dedans. La famille d'Ibrahim demande que le calme soit respecté et accepte juste l'organisation de manifestations pacifiques qui réunissent des dizaines de milliers de personnes à Marseille comme ailleurs. Côté justice, les 3 colleurs sont inculpés, mais pas le Front National que la famille d'Ibrahim souhaitait voir traduit devant les tribunaux. En mai 1995, 3 mois après la mort d'Ibrahim, le juge d'instruction marseillais estime que le crime ne présente pas de caractère raciste. Sa mort est présentée comme un tragique malentendu. L'avocat des accusés parle d'une affaire de droit commun. Le versant politique de l'affaire est écarté, quand bien même Le Pen lui-même n'hésite pas à s'en servir. Quelques semaines seulement après la mort d'Ibrahim Ali, Le Pen en campagne devait venir à Marseille pour un meeting. Mais vu les circonstances, Robert Vigouroux, le maire de la ville à l'époque, interdit la tenue du rassemblement. Le meeting se reporte à Aix-en-Provence, ce qui donne à Le Pen tout le loisir d'endosser son rôle préféré, celui de la victime d'un système qui veut le bâillonner. Ça lui donne également l'occasion de donner sa vision du meurtre d'Ibrahim et de la responsabilité de ses troupes. Nos militants ne sont pas des assassins. Nos militants ne sont pas des criminels. Le triste accident qui s'est passé il y a quelques semaines à Marseille a eu cependant l'avantage de révéler aux Marseillais eux-mêmes qu'ils ignoraient qu'il y avait 50 000 Comoriens à Marseille. Ce sont les Français qui sont chez eux en France et personne d'autre. 3 ans après les faits, le procès s'ouvre enfin à la cour d'assises d'Aix-en-Provence en juin 1998. Le tribunal a accepté que plusieurs associations antiracistes, dont SOS Racisme, se portent partie civile, mais le FN ne sera cité que comme témoin. Robert Lagier, l'auteur du coup de feu mortel, est celui qui risque le plus. Atteint par un cancer des os, il n'assiste pas à toutes les journées d'audience et s'empêtre dans ses justifications. Il remâche ses frustrations de rapatrié d'Algérie, parle de son père, héros de la résistance, de son passage au Parti communiste, de son revirement après l'arrivée des chars soviétiques à Prague en 1968, du chômage qui l'a rapproché du FN. Il devient, malgré sa santé précaire, le porte-parole du box des accusés. Franck Johannes, le chroniqueur judiciaire de Libération à l'époque, écrit lapidaire que Lagier, je cite, n'a pas tellement le choix. Mario D'Ambrosio a du mal à aligner 2 propositions cohérentes et le 3e larron, Pierre Giglio, est ravi de passer pour le trouillard de l'équipe. En face, chez les partis civils, c'est un très médiatique avocat local qui se distingue, un certain Gilbert Collard.
C'est assez édifiant de relire ces argumentaires de l'époque quand on sait avec quel empressement il ira copiner avec l'extrême droite aux côtés de Marine Le Pen puis d'Éric Zemmour. Mais en 1995, il est encore une figure issue de la gauche, un centriste et surtout un ténor du barreau marseillais. Face à la cour d'assises, où il défend les intérêts de la famille d'Ibrahim, il n'a pas de mots assez durs pour le FN dont il fustige l'idéologie et met en cause la responsabilité dans la dérive meurtrière des 3 accusés. D'ailleurs, tout le procès tourne autour de cette idée. Le FN aurait pu se retrouver sur le banc des accusés. C'est l'avocat général qui l'estime dans son réquisitoire. Mais c'est finalement à la barre des témoins qu'apparaît le parti avec la venue très remarquée de Bruno Maigret. Je me suis rendu volontairement à la convocation du tribunal pour exprimer ma compassion à l'égard de la famille de la victime et pour apporter mon soutien aux militants du Front National qui n'ont pas voulu tuer ou blesser. Ils sont l'un et les autres victimes de ceux qui appellent sans cesse à la haine et à la violence contre le Front National. Ce soutien apporté aux tueurs et cette compassion donnée du bout des lèvres à la victime, ils vont coûter très cher aux accusés. Le jury va en effet les condamner lourdement. 15 ans pour Lagier, qui mourra 3 ans plus tard en prison, 10 ans pour D'Ambrosio et 2 ans dont 1 avec sursis pour Giglio. Jamais le FN n'assumera une quelconque responsabilité dans la mort d'Ibrahim Ali. À sa sortie de prison, en 2002, D'Ambrosio trouvera un point de chute à Vitrolles comme employé de mairie. Une mairie dirigée à l'époque par Catherine Maigret, la femme de Bruno Maigret. Sur l'avenue des Égalades, on a mis une plaque. Il y est écrit « Ici est mort Ibrahim Ali, à l'âge de 17 ans, victime de l'intolérance et de la haine ». Pendant presque 30 ans, ses amis, ses proches, les anciens de Bivice qui depuis animent l'association Sound Musical School, un pilier de l'action culturelle marseillaise, tous ont milité sans relâche pour que le nom d'Ibrahim ne tombe pas dans l'oubli, qu'on lui dédie une rue, une école, quelque chose qui marque la mémoire de ce crime honteux. Et pendant presque 30 ans, rien, ou alors des fins de non-recevoir de la part de l'administration municipale tenue par Jean-Claude Gaudin. Pire encore, voilà qu'en 2014, le FN rafle la mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille et la confie à Stéphane Ravier. Le même Stéphane Ravier qui en 2013 estimait que l'idée proposée par la gauche marseillaise de créer une journée dédiée à la mémoire d'Ibrahim Ali était, je cite, « une profanation ». Ravier fera tout pour empêcher qu'on rappelle l'affaire et son caractère profondément politique, usant jusqu'à la corde les arguments déployés à l'époque par Bruno Maigret. Il n'empêche, la persévérance parfois paye, car après des années de lutte, en février 2021, la municipalité, qui entre-temps a changé de bord, vote le changement de nom de l'avenue des Égalades. Elle s'appelle aujourd'hui avenue Ibrahim Ali. Merci à Paul Berthiaud qui réalise cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et allez voter le 30 juin et le 7 juillet.